tous les amis, bonjour et bienvenue dans notre émission IDFM Sport, 13h, 14h chaque vendredi. On va essayer de débriefer, de vous briefer sur le week-end prochain, surtout débriefer, je vous le disais, l'actualité du sport en France, en Ile-de-France, dans le monde entier. Et la Dream Team est de retour comme chaque semaine, chaque vendredi. Vous êtes toujours au rendez-vous. Eddie Amari, mon ami de la chronique, l'humeur de Eddie Amari sera là. De quoi allons-nous parler? Bonjour. Salut Eddie. Manu, bonjour à tous. On va revenir sur un bel événement de la semaine dernière, un événement un petit peu passé sous silence, le quintuplé de Radamel Falcao. Ah, énorme. Voilà, Très encore un grand. coup de cœur. Il a fait mieux que Messi d'ailleurs cette semaine. Ah, il a fait mieux que Messi, ça je sais pas. Mais il a frappé fort. Si je parle de Eddie, bien sûr, je suis obligé de parler de Linden Lutello, l'habituel, on va dire polémiste, celui qui est toujours opposé à toi, mon cher Eddie. Linden Lutello, on te retrouvera également sur une belle chronique, la chronique, la semaine Twitter de Linden Lutello. Exactement. Que se passe-t-il sur la planète sport, sur la planète Twitter? Mon cher Linden, de quoi allons-nous dire bonjour, hein? Bonjour, on va être poli. Bonjour, ça vous poli. On va recommencer à être poli. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, déjà, donc sur la semaine Twitter, on va parler d'un nouveau joueur du PSG. Je laisse la surprise pour Eddie et Greg. Je suis sûr qu'ils le connaissent très bien, ce joueur. C'est un très grand joueur du PSG. Et sinon, pour le programme de l'émission, au niveau des débats, on va parler de Messi. Parce que 88, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, c'est mon année de naissance avec Greg. En dehors de ça, donc le record de Gerd Müller. Ensuite, on va parler des handballeuses qui, malheureusement, ont été éliminées de l'Euro. Hier soir. Exactement. Et pour finir, on va revenir sur la voile, justement, l'entrée dans les mers du Sud. Tu nous couvres un petit rhume là, mon cher Oui, Linden, parce que j'ai participé au chaud ce week-end, au chaud devant la télé. Parce que moi, je suis sur le terrain, tu sais, Manu. Moi, les Vendée Globe, C'est vrai. je suis sur le terrain. Et quand je disais au chaud pour ce Imagine week-end, avec son ciré jaune. oh, il serait magnifique. Il serait magnifique. On le verrait, tu sais, à 200 000. Je vous parlais de programme de week-end, de rester au chaud. Et oui, bien sûr, j'ai bien introduit mon cher Greg Drouillat et son habituel journal autour du monde en France et surtout en Ile-de-France. Et le programme foot, celui qu'on attend tous. Qu'est-ce qu'on va regarder alors, Greg, ce week-end? Salut Manu, vous le verrez tout à l'heure, mais vous serez bien au chaud. Que ce soit samedi, vrai dimanche, vous serez très bien au chaud parce qu'il y a du gros match. Aussi chargé que le week-end dernier alors. Ouais, pas mal, ouais. Ça Franchement, c'est pas mal. royal. Ça va être dur de faire mieux que le derby mancunien. Ça va être dur, mais on a du gros match quand même ce week-end. Je sais que tu le connais, le calendrier, Eddie. On garde comme d'habitude le meilleur pour la fin, car c'est ma chronique préférée, mes amis. Voilà, ça y est, vous... Ça y est, on peut quitter le Bientôt, studio. vous allez quitter le studio, mes amis. Préparez vos contrats, puisque Charlotte est avec nous. Charlotte pour la chronique féminine. Vous allez voir un tout nouveau dicton d'ailleurs. Il va vous plaire. J'y ai réfléchi toute la semaine. La chronique féminine, Charlotte, de quoi allons-nous parler cette semaine? Salut Manu, salut à tous. On va parler de Serena Williams. Ah, Donc, elle a gagné un trophée d'ailleurs avant-hier. C'est ça. C'est pas censé être une chronique féminine. Oh là là, c'était bien joué. Ça C'était beau. attaque, ça attaque. C'était le début. C'était beau. Il est malade, mais il a encore la forme. C'est super, mes amis. C'est un très beau programme. On va débattre ensemble. On va surtout vous donner beaucoup d'infos et j'espère que vous passerez un bon moment. En tout cas, il est 13h, passé de quelques minutes. Je vous propose tout de suite de passer à la plus belle des émissions, que vous pouvez retrouver bien sûr sur Twitter, IDFM Sport. Vous l'aurez compris, c'est l'heure d'IDFM Sport. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Le journal de Grégory Drouillat en France et surtout tout autour du monde à l'international. Greg Drouillat a tout scruté. Ouais. Il est venu avec cette petite news et ses habituels scoops. Et on commence tout de suite avec du football. Yes, on va revenir sur la journée de championnat qui a eu lieu cette semaine avec rapidement les résultats. Lyon-Nancy 1 partout, Valenciennes PSG 4-0 pour Paris, Bastia-Marseille, Marseille qui s'impose à Bastia en Corse 2-1 dans un stade qui était vide, mais les supporters étaient bien autour. Exceptionnel. Une expérience exceptionnelle. T'as aucun supporter et tu entends le bruit. Et vous avez vu l'entrée des joueurs, les pétards, les bombes artificielles, les bombes artisanales. On entendait vraiment les supporters. Les feux d'artifice aussi. Ils sifflaient la sortie des joueurs marseillais. Et tu voyais de la lumière rouge aussi à un certain moment, c'était marrant, les fumées. Franchement, c'était cool. Exceptionnel. Un autre petit résultat, Lille-Toulouse 2-0 pour les Lillois. Du coup, classement, Lyon compte 3 points d'avance sur Paris et Marseille. On a une journée qui démarre dès ce soir, donc la 18e avec la rencontre entre Rennes et Valenciennes. Début de la rencontre à 20h45 sur beIN Sport. Demain à 17h, Toulouse reçoit Marseille. À 20h, on aura le droit à Montpellier-Bastia, Reims-Lille, Nice, Évian-Thonon-Gaillard. Pour finir, dimanche à 14h, Nancy accueille Bordeaux. À 17h, Saint-Etienne reçoit Lorient. Et puis bien évidemment pour conclure à 21h, le gros match de ce, je vais même dire de ce début de championnat, the big game comme tu l'as dit,
Le deuxième, j'allais dire le leader, mais non, le deuxième, le Paris Saint-Germain accueille le leader, l'Olympique Lyonnais. Si Paris gagne, Paris repassera devant Lyon au classement, puisque Paris a une meilleure différence de but que Lyon, ils ont 3 points de retard. Et ça fait partie du programme pour ce week-end. Forcément. Le problème, non, je vais arrêter. J'ai pas envie de, tu m'as lancé. Je titille, j'ai envie de savoir. Je résiste. Rapidement, un petit mot de Ligue 2, puisqu'on a un très très beau choc de Paris, la 18e journée. Ce sera samedi à 14h. Nantes 2e accueille Caen 3e. On est parti. Ouais. Le Tour d'Europe. Tour d'Europe du week-end. Ah, ton petit tour d'Europe, tu voulais pas revenir sur les résultats de la semaine? Non, on s'en fout. Je l'ai fait en début. D'accord, c'est vrai, j'étais en train de dormir en fait. Non, on est fatigué, la semaine a été compliquée, mes amis. La semaine est longue, ouais. La semaine a été très très longue. Alors attention, parce que si tu pars sur le programme, moi je pars. Ah. DJ Manu. Eh oui, le Ouais. week-end, mes amis, le week-end. J'avais week-end aussi de Laurie si vous vouliez, mais. Non, celle-ci elle est belle. Michael Gray. On se projette en Angleterre, Allez. 17e journée, samedi à 13h45, Newcastle, qui est vraiment pas bien Newcastle cette saison, Non, pas bien 14e, en ce moment. qui accueille Manchester City 2e, Manchester qui est obligé de gagner après, on en parlait en off tout à l'heure, le derby manqué. Après la grosse déception des Citizens face à United ce week-end, le week-end dernier, pardon. Plutôt, ouais. Donc ils doivent se ressaisir avec un Newcastle, moi je l'ai dit qui était pas bien, mais avec un Ben Arfa qui a marqué un but assez fameux la semaine dernière. Bon, ils ont perdu. C'est marrant, quand l'équipe va pas bien, Ben Arfa marque toujours un but. Il a toujours ces 2-3 buts dans la saison qui sont assez cinglés. On se dit à chaque fois. Il vit dessus, Ben Arfa, pourquoi il vit dessus pendant pendant quoi, allez, on va dire, pendant 2 mois, il vit sur ses buts. Ouais, c'est ça, mais là, non. franchement, pas mal encore. Hein. Pas mal encore. Ce match-là a lieu quand? C'est samedi à 13h45. Samedi 13h45, c'est à Newcastle ou à Newcastle? Ah, St. John's Park, grosse ambiance. Ça va être difficile pour City de s'imposer là-bas. Ouais. Et puis on en parlait tout à l'heure de Paris-Lyon, le souci, enfin pas le souci pour nous, on va regarder Paris, on n'est pas dit. On se projette en Espagne, 16e journée, et dimanche à 21h, donc en même temps que Paris-Lyon, on a un certain match, un petit FC Barcelone premier contre Atlético Madrid deuxième. Lourd. Ouh, aïe. Très très lourd. Très très lourd. C'est dur. 6 points d'écart entre les deux équipes, donc est-ce qu'on peut dire que si le Barça l'emporte, est-ce que le championnat est terminé? Est-ce qu'on peut le dire? C'est bien, c'est fort possible. Et il y aura Falcao en plus. Et là le duel entre Messi et Falcao. Tu nous en reparles tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. On va en Italie, 17e journée, ce sera samedi à 20h45, la Lazio de Rome 4e qui accueille l'Inter Milan, deuxième l'Inter qui est vraiment bien en ce moment, qui est très bien en ce moment. Le Napoli, l'équipe d'Edith la semaine dernière. Ouais, qui est vraiment pas mal et qui peut prendre la tête si la Juve fait un faux pas ce week-end, l'Inter peut prendre la tête. On part en Allemagne, 17e journée, samedi à 15h30, le Bayer Leverkusen, deuxième accueille Hambourg, 7e. Et puis je vais finir avec mon petit match exotique. Ah oui. Et là franchement, où est-ce qu'on va cette semaine? On va pareil un petit peu dans le Bosphore, on va aller, je sais pas, Tadjikistan. Tu connais? Mais c'est pas loin du Tadjikistan, ouais. Il y a un joueur connu, s'appelle Borat, là-bas. On va en Turquie. Waouh! Dimanche Génial. à 18h, le derby d'Istanbul. Ah. Galatasaray qui accueille le Fenerbahçe. Ça c'est beau ça. Et ça c'est va beau. être bien ça. On aurait pu mettre le jingle Roland Courbis dans 3-0, tu sais, c'était un peu une sorte de Galatasaray Fenerbahçe. Mais ils avaient fait un film Canal justement sur cette confrontation qui était super bien le document. Réalisé avec Eric Cantona. Avec Eric Cantona, exactement. Looking for Istanbul. Très bien. Mais c'était pas le meilleur de la série. C'était pas le meilleur, c'était Looking for Manchester et Looking for Milano était meilleur. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a les meilleurs ici, les supporters de Fenerbahçe étaient des supportrices qui ne connaissaient pas grand chose, j'ai l'impression. Ouais, mais l'ambiance était assez. Mais après l'ambiance était dingue. Charlotte, t'as le droit de réagir à ce qu'il vient de dire. Que de machisme. Ce reportage de Cantona, enfin, sur le Coupe du Sud, c'était pas mal. C'est vrai que moi, je suis marqué par celui de Manchester, où on entrait dans les familles, où il y avait une partie qui était pour ému, l'autre partie pour City. Et là, tu sens que le foot est ressenti totalement différemment par rapport à ce qui se passe ici. C'est très bien réalisé. On fait l'international, donc on va se projeter au Japon. Allez. Coupe du monde des clubs. La finale, dimanche, Chelsea contre les Corinthians, puisque les Corinthians sont battus Al Ahly 1-0, tandis que Chelsea a battu les Mexicains de Monterrey 3-1. J'ai vu le match, moi, c'était hier matin. Ouais. Franchement, Chelsea, Benitez, il a eu des débuts difficiles, mais là, après Monterrey, faut voir parce que c'est Monterrey. Mais Chelsea a fait une très bonne performance contre Monterrey. À Monterrey, il y a pas Delgado, l'ancien Lyonnais, qui est là-bas? Ouais, si, c'est ça. C'est vrai que c'est un grand joueur, l'idée. César Delgado. Il était bon à Lyon. Il était bon à Lyon, mais quand même. Il a mis ses petits crochets, ça suffit. C'est pas lui qui va terrasser Petrovic. Avec le retour d'un très très bon Fernando Torres.
Et c'est important de le souligner. Ça, c'est dommage, c'est important de souligner. Et au sujet de cet arbitrage vidéo, on en a parlé la semaine dernière, la vidéo sur la ligne, pour le moment, est-ce que ça a été un petit peu expérimenté? J'ai pas l'impression. Torres ne marque pas, comment tu veux que... Non, mais sur Il a d'autres matchs, hein. marqué hier matin, mais non, pour le moment, niente. On attend pour la finale alors. Moi, je vais revenir sur cette compétition quand même. On voit quand même qu'il y a très peu d'importance et même le niveau il est assez faible puisque celui qui est éliminé au premier tour de la Ligue des Champions quand même sera peut-être champion du monde des clubs. Ouais. À voir, hein, parce que les Corinthians c'est une belle confrontation, hein, c'est une belle opposition quand même cette année. Hein. J'ai dit il sera peut-être champion du monde des clubs pour dire à quel bah oui, point, c'est faible, hein, puisque on a quand même Auckland. Enfin, Auckland c'est niveau CFA français. On avait Hiroshima qui était, on va dire, niveau national français, donc oui, c'est faible. Hein. J'ai Hiroshima, une équipe de football. Ouh là là. Ça va être tendancieux, allez. Et c'est champion du Japon quand même. Ouais, non, tout. Et toutes mes excuses à la communauté japonaise qui vit dans le Val d'Oise. Voilà. Mea culpa, mes amis, mea culpa. C'est tout pour le foot? On enchaîne. Ça tombe bien. Oui, vous l'avez bien reconnu le jingle bien sûr, puisqu'on va passer au rugby et une semaine très agitée, mon cher Greg. Une semaine agitée puisqu'on va arriver dans le tournant de la Coupe d'Europe avec la 4e journée de la H-Cup. C'est tout simple, c'est les matchs retour de la semaine dernière. Donc on est parti dans la poule 1, le Racing Métro joue à Édimbourg, ce sera ce soir à 21h. Dans la poule 2, Toulouse se déplace chez les Gallois des Ospreys, samedi à 14h35. Dans la poule 3, Biarritz accueille le Connacht, ce sera également ce soir à 21h. J'adore ce club. Ça joue pas mal en plus les Connacht, les Irlandais du Connacht. Dans la poule 4, Castres accueille Glasgow dimanche à 13h45. Dans la poule 5, Leinster-Clermont, samedi à 16h40, le gros match du week-end. Dans la poule 6, donc nos deux clubs français, Toulon accueille le Sale dimanche à 16h et Montpellier accueille Cardiff samedi à 16h. Je vais vous faire simple, on va voir un petit peu qui est très bien, qui est pas bien, Allez. qui est... On est bien cette année en Coupe d'Europe, hein, puisque Toulouse, Toulon et Clermont devraient se qualifier. Il faut que Clermont ramène un petit des point très de gros Leicester. jeux. Donc ça c'est bien, on a déjà pratiquement 3 clubs qualifiés pour les quarts de finale. Les clubs qui peuvent encore se qualifier, on a encore 3, le Racing, Castres et Montpellier. Le seul club qui est cuit, c'est Biarritz, puisqu'ils ont perdu la semaine dernière au Connacht, ils sont pratiquement éliminés. Il faudra un concours de circonstances exceptionnelles pour qu'ils se qualifient. La conséquence de cette défaite la semaine dernière au Connacht, ça a été le limogeage des 2 entraîneurs, Jack Isaac et Serge Mias. Je crois que t'as un petit son d'ailleurs à ce Allez, propos. on écoute tout de suite Serge Blanco qui réagit par le rapport président à de Biarritz. Tout à fait. Une équipe qui a besoin d'être reboostée. Alors après maintes discussions et échanges, que ce soit avec les joueurs et que ce soit avec l'encadrement, il est apparu qu'il était indispensable de faire quelque chose. Donc voilà, et notre saison n'est pas finie. On a besoin de se régénérer, on a besoin de se qualifier. Voilà, on est des compétiteurs. Et il faut absolument que l'on puisse bouger. C'est jamais facile, je crois que nous avons tellement de points en commun qu'il est toujours très difficile de s'adresser à des personnes pour leur signifier certaines choses. Mais je pense aussi qu'ils pouvaient s'y attendre et ils s'y attendaient. Et oui, s'y attendait. S'y attendait, juste pour annoncer que, comme d'hab, c'est Laurent Rodriguez qui est arrivé en pompier de service pour prendre... Ça a été dit provisoirement, je sais pas si ça va être provisoire, puisque on le sait que Laurent Rodriguez, c'est un éternel de la maison. Qui a remporté, il me semble, 2 boucliers, 1 ou 2 boucliers avec Patrice Lagisquet, je me rappelle plus, j'ai un doute. Patrice Lagisquet, ouais. Tout à fait. À l'époque, ils avaient même fait une finale de Coupe d'Europe. Ah, Ils avaient perdu contre Toulouse. C'est vrai. En 2010. Je vous avais dit qu'on était meilleurs. Vous savez tout sur cette radio IDFM 98 FM. Et on passe tout de suite, à moins que ce soit fini pour le rugby. C'est fini pour le rugby. Ouais, c'est bien. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va passer justement au handball. Au hand, avec, on a pas mal d'actualités hand. On y reviendra tout à l'heure dans le débat avec les championnats d'Europe féminin. Je commence avec du championnat de D1 chez les messieurs, 12e journée. Le PSG qui bat Nantes hier soir 31-29, c'est la revanche puisque on rappelle que Nantes est la seule équipe qui avait battu Paris cette saison en Coupe de la Ligue. Donc Paris a pris sa revanche 31-29 hier soir dans sa salle Coubertin. Suite de la journée avec Créteil-Montpellier, Cesson-Chambéry et le derby francilien Ivry-Tremblay Tremblay en France, pardon. Ivry-Tremblay en France notamment. Je continue avec le hand toujours puisque Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé les 21 joueurs qui participeront à la préparation pour le championnat du monde 2013 en Espagne. Donc le championnat du monde, ça se tient du 11 au 27 janvier.
Un groupe qui s'appuiera notamment sur les stars habituelles, donc Karabatic, Narcisse, Omeyer ou encore Abalo. On a 2 petits nouveaux dans ce groupe de 21, Timothée Nguessan de Chambéry et Valentin Porte de Toulouse. Absence de Bertrand Gilles qui est blessé, le pivot de Chambéry. Et puis on va quand même dire que ça pourrait être la dernière compétition, ça devrait être même la dernière compétition pour Didier Dinard et Jérôme Fernandez notamment. Jérôme Fernandez, le capitaine de l'équipe de France. C'est vrai. Il y a rien d'officiel encore, mais c'est imaginable, oui, on va dire ça, que les deux s'arrêtent, puisque après la prochaine compétition, ce serait un Euro, ce serait 1 an après. Ils vont pas repartir pour une Olympiade les deux, donc sachant qu'il faut reconstruire en vue de la prochaine Olympiade. Espérons surtout qu'ils quittent l'équipe de France par la grande porte, parce que ce sont deux très grands champions. Les deux qui ont joué en Espagne très très longtemps, donc ce serait très très beau de finir avec un titre mondial en Espagne. Et d'ailleurs à noter, puisqu'on parle de handball, il y a eu un superbe article paru hier dans l'équipe sur notre ami Ibrahima Diop. Je sais pas si vous l'avez lu, mes amis. Ibrahima Diop qu'on avait eu le capitaine de Paris. Qu'on a vu en reportage l'année dernière avec le Paris Hand à l'époque, qui est devenu le PSG et Ibrahima Diop qui a quand même gardé sa place au sein de cette équipe et c'est super intéressant parce que il te montre que Ibrahima Diop justement a changé tout son champ de jeu, beaucoup plus important en tout cas dans cette équipe au niveau de la défense et qui a laissé complètement à Hansen les clés en tout cas de l'attaque. Mais voilà, je tenais à le noter. Oui, tout à fait. Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent. On a eu justement la chance de le rencontrer l'année dernière. Exceptionnel, honnêtement, un très grand personnage. Ouais. Tout à fait. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité autour du monde. En basket, début de la 11e journée. Ce soir, Rouen accueille Lasvel, donc un très beau derby. En volley, 11e journée également qui démarre également ce soir avec la rencontre entre Beauvais et Narbonne. En natation, on dispute les championnats du monde en petit bassin depuis mercredi à Istanbul. Des championnats sans nos 2 stars françaises, Yannick Agnel et Camille Muffat. Camille Muffat qui a reçu le trophée de championne des championnes françaises. Ouais. Pour la première fois d'ailleurs, parce que ce n'était pas un trophée, c'était un trophée mixte, il n'était pas séparé entre hommes et femmes. Camille Muffat qui était dans les jurys Miss France aussi. C'est ça, exactement. Elle a passé une petite semaine tranquille. Elle aurait jamais pu gagner Miss France, par contre, je confirme. Sympa tes samedis soirs, Linda. Quelle culture. Donc durant ces championnats, nos chances de médaille reposent sur le seul Florent Manodou qui dispute ce soir la finale du 50 mètres nage libre. Il a fait le meilleur temps des demi. Autre Français en finale, Amaury Levaux qui a fait le 6e temps. À voir, mais je pense qui a déclaré qu'il était trop gros pour pouvoir gagner, c'est pas mal. Il a eu il a eu de la chance puisqu'il était éliminé dès les séries, il avait fait le 17e temps, il a été repêché puisqu'il y a eu un forfait, il a quand même réussi à se qualifier pour la finale. Donc à voir, après 50 mètres ça va vite. On sait pas, mais on pense que, en tout cas, Florent Manodou peut au moins nous ramener une médaille. On le rappelle, il y a pas, tous les autres grands nageurs français ne sont pas à Istanbul. Je continue avec du ski alpin. Les femmes sont à Val d'Isère ce week-end pour courir une descente et un super G, puis à Courchevel dimanche pour un slalom géant. Les hommes sont quant à eux en Italie à Val Gardena pour un super G et une descente et à Alta Badia pour un slalom géant. Les biathlètes sont en Slovénie à Poluca avec un Martin Fourcade qui a obtenu la 3e place sur le sprint hier suite des épreuves ce week-end. En combiné nordique, Jason Lamy-Chapuis et son maillot jaune de leader de la Coupe du Monde sont en Autriche à Ramsau. Enfin pour finir, Brian Joubert est forfait pour les championnats de France de patinage artistique qui se déroulent ce week-end à Strasbourg. Désolé, il fallait mettre les rires. Brian Joubert est forfait. C'est toujours un truc plutôt marrant. Compétrie, c'est ça? Ouais, c'est ça, on dirait. Non, on va pas dire ça. Il arrive une compétition, il se blesse. Messieurs. Il veut pas se montrer. Eh oui, c'est le week-end, mes amis. Il faut se réveiller un petit peu. Vous êtes au travail. Il est, je sais pas à peu près quelle heure, mais j'ai pas regardé la montre, bien sûr, forcément. Mais il faut se réveiller, mes amis. 17 minutes que IDFM Sport a commencé et on est déjà rentré dans le dur. Que des infos, que du sport, que des scoops. Et c'était Grégory Drouillat avec nous. Greg. On va pas commencer à parler de Messi, on va vraiment se focaliser sur Falcao. Falcao a mis un but exceptionnel. Il en a mis 5 même. Oui, il en a mis 5, mais parmi les 5, il y en a un magnifique. Sur une touche, on lui fait une touche, une espèce de ciseau magnifique. Eddie est pas content, on a dit on en parle pas. Falcao, est-ce que tu aimes ce joueur, Greg? J'adore. Moi, je milite pour qu'il soit Ballon d'Or. Ah non, Greg, il préfère les Aubameyang, les Moussasso. C'est pas beau. J'ai milité sur Twitter pour qu'il soit Ballon d'Or. Ah tiens, Linda Nutello nous confirmera ça tout à l'heure. Je l'ai vu. Messieurs, tout de suite, l'humeur d'Eddie à Marie. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France.
Alors Eddie me disait micro, oui, le ciseau ce n'était pas ce week-end. C'est pas grave. C'était lors d'un match amical. Mais il a quand même mis des très très beaux buts. Mais il a mis de très très beaux buts, bien sûr. On te laisse en parler. Le coup, l'humeur de Eddie, donc j'imagine une nouvelle fois un nouveau coup de cœur. Un nouveau coup de cœur, encore une fois. Il est amoureux en ce moment. Beau, ça. À toi un jingle Allez, on passe le petit jingle que Eddie nous a petit jingle. préparé, il est magnifique. que Manu a préparé. Ça vient tout de suite. 33 minutos ahora, no se abre la cuenta, se acerca Salvio. El argentino prefiere levantarle Barcinero la pelota en media distancia, golazo. ¡Gol! De Falcao, qué señor golazo, una pintura. Ah, après ces cris du cœur, je veux vous voir tous debout sur l'hymne colombien, car dimanche soir, alors que la planète football avait les yeux rivés sur les 85e et 86e buts du génie Léo Messi, un Colombien a une nouvelle fois frappé fort en inscrivant un quintuplé face à la Corogne dans presque la plus grande indifférence générale. Je pense que vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Falcao, Radamel Falcao, 26 ans, auteur de 16 buts en 15 matchs de Ligue Europa lors de l'édition 2011, et double buteur final de cette même compétition l'an dernier, a bousculé la hiérarchie Cristiano Ronaldo et Messi ce week-end avec son quintuplé et pointe désormais à la seconde place du classement des buteurs devant l'attaquant portugais. Il peut également se vanter que son Atlético Madrid est la seule équipe à suivre le rythme du Barça en Ligue 1 et compte 5 points d'avance sur son ennemi intime, le Real Madrid. Il n'y a pas de jingle pour le Real Il Madrid. n'y a pas de jingle pour le Real Madrid, mais c'est pas grave. Tu veux faire un bout? Tu veux que Ouais. je sorte le mouchoir? Plus que sorte le mouchoir, c'est ça. Alors, je vous entends tous. Radamel Falcao, avec ses performances, va sûrement finir au Real Madrid ou à Barcelone, comme tous les attaquants qui réussissent en Liga. Peut-être pas sûr, peut-être pas, plutôt. Exprimons-nous correctement. Car le duel entre Cristiano Ronaldo et Messi vampirise toute la Liga. Le Barça joue pour Messi. Souvenez-vous de Zlatan Ibrahimovic et de Samuel Eto'o qui ont été blacklistés, ou encore aujourd'hui David Villa qui ne trouve pas sa place à côté du numéro 10. Même son de cloche au Real ou Cristiano Ronaldo qui se plaint de ne pas être soutenu par ses coéquipiers. Le Portugais acceptera-t-il l'arrivée d'un tel buteur à ses côtés qui pourrait lui faire chuter sa moyenne de but? Pas si sûr. Seule solution pour le Colombien, la patience, car l'été s'annonce chaud. Un transfert de Cristiano Ronaldo pourrait libérer une place au devant de l'attaque madrienne, ou peut-être un départ précipité de Mourinho à Chelsea pourrait accélérer le transfert du Colombien. Mais tout ceci est encore loin, très loin, alors prenons notre mal en patience avant que le talent du Colombien soit reconnu à sa juste valeur, et espérons qu'il éclaboussera de sa classe le choc de ce week-end entre le Barça et l'Atlético, et prenne enfin la place de Shakira comme ambassadeur de la Colombie. La Colombie qui est très très bien placée pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 puisqu'ils sont deuxième de la AM Sud. Ouais, et avec un très bon Freddy Guarín aussi également. Freddy Guarín qui est très très bon, James Rodriguez, le numéro 10 du FC Porto. Ouais. Ils ont une très très grosse équipe, hein. Ça peut être l'Uruguay de 2010, hein. Tout à fait. On peut avoir une Colombie en quart ou en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, hein, avec ça une fait équipe tellement comme beau. ça. Et pour revenir à Falcao, est-ce que vous trouvez pas qu'il a le charme des anciens joueurs, ceux qu'on a connus quand on était un petit peu buteur. C'est ça. C'est un mélange de Inzaghi, Batistuta un petit peu. C'est exactement. J'avais la référence Batistuta. Moi, c'est vraiment à ce joueur qui me fait penser. Mais avec un autre physique un peu. C'est impressionnant. À chaque fois qu'il est devant le but, on sait qu'il va marquer. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. C'est un tueur et on reconnaît les grands buteurs, les grands attaquants, autant qu'ils prennent dans la surface. Quand il a le ballon dans la surface, même lorsqu'il est entouré de 3-4 joueurs, on a l'impression que le temps s'arrête. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sa musculature, c'est vraiment un athlète, c'est un buffle. Ayant eu l'occasion de le rencontrer, c'est vraiment quelqu'un de solide et dans la surface de réparation, il fait très mal face aux grands attaquants, face aux grands défenseurs. Ah, t'as joué contre lui alors, non, c'est ça. Je serais pas autour de vous. Hein. Juste pour compléter rapidement ce que disait Eddie au niveau des transferts, on sait que ça peut être un triptyque entre Cristiano Ronaldo, Falcao et ils ont le même agent. Ouais. On a énormément parlé ces derniers temps du possible transfert de Ronaldo à Paris, ce qui libérerait une place à Falcao au Real Madrid. Ou à l'inverse, si Ronaldo restait au Real Madrid, l'arrivée possible de Falcao à Paris. Ouais, à voir. À suivre. En tout cas, ils ont le même agent, donc ça peut se négocier les deux ensemble. Et en tout cas, tu m'offres une belle transition. Parce qu'on ensemble avec Mourinho. Ouais. Avec Mourinho, tout à fait, ouais. C'est celui qu'on oublie. D'ailleurs, le Disport annonce que Mourinho a déjà dit oui au PSG. Disport, ils ont annoncé que... Ça veut dire que Mourinho n'a pas encore signé, mais ça, c'est une certitude. On les aime bien, nos amis du 10. On leur rend hommage à chaque semaine. Eddie, justement, on parlait de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo est un peu triste cette semaine? Peut-être pas triste, parce que il a
a marqué quand même cette semaine, mais bon, c'est vrai que les 87e et 88e buts maintenant de Messi, en Coupe d'Espagne, l'a sûrement attristé. Ça fait on mal. parle moins de lui. Alors justement, mes amis, la question qu'on va se poser dans ce nouveau débat, dans ce premier débat, dans le débat de la semaine, est-ce que Léo Messi est le plus grand joueur de football actuel ou tout simplement de l'histoire? Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Alors mes amis, je n'ai pas pris notre petit son de Rocky parce que j'ai l'impression que bon voilà, ça vous énerve un petit peu. La dernière fois vous avez failli en venir aux mains. Bon écoutez, je vais retrouver pour la semaine prochaine. Cette semaine, on ne l'aura pas, mais je vous ai préparé un petit jingle Léo Messi, une semaine avec Léo Messi. Voilà ce que ça donne. Lionel Messi n'a jamais aussi bien porté son nom. Petit par la taille, grand par le talent, l'Argentin a touché un peu plus les étoiles hier soir, devenant le plus grand buteur et probablement le meilleur footballeur de l'histoire, bouclant une semaine aussi improbable qu'inoubliable. Il ne faut pas forcer les choses, nous sommes conscients que Léo a l'occasion de battre ce record, mais plus vous en parlerez, plus ce sera difficile pour lui. On apprendra quelques jours plus tard que Messi lui-même avait demandé à son entraîneur d'entrer à l'heure de jeu afin de battre le record de Gerd Müller. Il est donc 21h25 exactement lorsque l'événement se produit. 86 buts sur une année civile, 40 ans de record brisé en quelques minutes. Petit Léo, devenu grand, l'un des plus grands buteurs que l'histoire ait connu, en club comme en sélection. Alors justement, c'était un petit sujet de nos amis de beIN Sport cette semaine, et nos amis de beIN Sport cette semaine disaient, et a conclu sur cette chose, sans doute l'un des plus grands de l'histoire et de son club. Mes amis, on va démarrer ce débat avec cette question simple. Est-ce que Léo Messi est tout simplement le plus grand, le meilleur joueur du monde, ou est-ce que on peut se permettre de dire Léo Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football? Quand même pas, peut-être. Moi, je dirais non. Je dirais que Léo Messi, par ses performances, a l'avantage d'avoir aujourd'hui une équipe qui joue beaucoup pour lui. C'est-à-dire qu'il est une équipe, une fois qu'on parle de ce record, il a une équipe qui se donne à fond seulement pour que lui batte les records. On voit sur le dernier but de Messi, enfin le but de Messi, quand il dépasse le record de Gerd Müller. Séville. Mais voilà, on voit la passe décisive quand je sais plus qui lui fait la passe. C'est Iniesta. Il peut la mettre 10 fois Iniesta, sauf qu'on doit penser au record de Messi et uniquement au record de Messi. Donc déjà, il a la chance d'avoir de très bons joueurs qui jouent pour lui. Après, il a son talent aussi, il faut pas le négliger. Mais après, pour dire est-ce qu'il est le meilleur de l'histoire, on revient toujours à ce même problème qu'on a depuis maintenant 4-5 ans, c'est le problème de la sélection. Exactement. Et ça fait 5 ans qu'on a plus dire le problème de la sélection. Je suis d'accord avec Eddie là. Moi, je suis d'accord avec Eddie. Je parle au niveau de palmarès. Quand on parlera du meilleur joueur de tous les temps, on a quand même dans tous les joueurs. Quand on parle des joueurs au niveau de tous les temps, c'est quand même des joueurs qui ont remporté des coupes du monde, qui ont fait des vraies prestations au niveau des équipes nationales. Mais est-ce qu'il y a un ensemble avec lui qui peut l'emmener justement un peu plus loin? 46% des buts, 46% des buts de l'Argentine a été marqué par Léo Messi cette saison. Attends, il a pas encore fait quelque chose de très important avec son équipe d'Argentine. Et aujourd'hui, je dirais même, il est dans un championnat qui, pour moi, je trouve qui est un peu faussé, parce que quand je vois des Falcao qui mettent des quintuplés, quand tu vois qu'en 15 matchs tu mets 23 buts, pour moi, à un moment, je me dis que aussi, on n'est pas peut-être dans le championnat le plus rigoureux du monde, et donc il est peut-être plus facile de mettre des perfs comme ça. Le championnat plus rigoureux du monde ou non, je ne sais pas. La seule chose que je vois, c'est que l'année dernière, en Ligue des Champions, il y avait 2 clubs espagnols en demi-finale, et en Ligue Europa, il y avait 3 clubs espagnols en demi-finale. Donc cet argument du championnat espagnol, il y a que 2 locomotives, non, ce n'est pas vrai. C'est un grand championnat avec beaucoup de très bons joueurs, mais il y a deux clubs qui sont au-dessus du lot et qui sont vraiment au-dessus de l'Europe et même au-dessus du monde. Mais après, vraiment, pour en revenir sur ce que tu disais, l'argument de l'Argentine, comme quoi il ne fait rien en sélection, je pense pas qu'on puisse dire que le grand joueur de tous les temps doit impérativement remporter des choses avec sa nation et avec son club. Johan Cruyff n'a jamais rien remporté avec les Pays-Bas. Il n'a pas remporté la Coupe du Monde, ça reste un grand joueur. Et Pelé, là, pour moi, qui est le plus grand de tous les temps, n'a jamais remporté la Ligue des Champions et n'a jamais joué en Europe. Après, comparer Messi est
est entré dans l'histoire. Messi est un grand joueur. Est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps? Je ne sais pas. On peut pas comparer les époques. On peut pas comparer une Coupe du Monde de Pelé en 66 où il se fait découper par les Portugais avec les Coupes du Monde d'aujourd'hui qui sont vraiment où on protège les joueurs et où on a des préparations physiques qui sont fait en sorte pour que les joueurs soient à 100% sur un an. Donc le plus grand de tous les temps, non, je dirais non. On pourrait dire non, mais après, et le meilleur joueur du monde actuellement. Est-ce que même ça on peut le dire? Oui, on peut vraiment le dire ça? Sans contestation. Aujourd'hui, il y a personne qui peut rivaliser. Mais tu vas le dire quoi? Par rapport à des statistiques? Non, mais tu le vois. Juste par rapport à des statistiques. On le voit chaque week-end qu'il se balade contre qui veut. C'est-à-dire que en dehors de la finition dans le jeu, il est là, il est complet, pied gauche, coup franc, coup de pied arrêté, tête, il peut te mettre tout ce qu'il veut. Il se balade en Europe aussi. Il fait des très grandes prestations, que ce soit en quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions. Il est toujours là, il marque tout le temps. Mais après, moi, je voulais revenir encore une fois, même si on en revient depuis 5 ans sur cette histoire de sélection. Moi, je disais, j'aurais bien voulu voir Léo Messi en dehors de ses copains. C'est qu'on le dit tout le temps. Ça, j'aimerais le voir aussi. On en parle depuis qu'il joue, depuis qu'il a 10 ans avec des Iniesta, des Xavi. À un moment, on se cogne les yeux fermés et dit quand on joue dehors, même si on s'aime pas beaucoup, on arrive à se retrouver quand même un tout petit peu. Et je me dis que voilà, quand tu le vois en sélection, certes, là, il a quand même 31 buts en sélection, donc il est quand même à 11 buts du record de. Mais en sélection, derrière lui, il a Cambiasso et Otamendi. Il est les meilleurs buteurs de la sélection argentine. Il a Labedi, il a le coup, il a Tevez, il a le meilleur buteur de l'histoire de lui. Ça tourne super bien, mais je pense que. Attends, une petite stat juste pour étayer ce que tu viens de dire. Tu disais tout à l'heure, deux équipes qui marquent beaucoup, donc avec un jeu où on le fait marquer. Je crois que l'Argentine est à 3,25 buts cette saison par match, et le Barça en comparaison est à 3,5 buts par match. Donc ça rentre tout à fait dans ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est une équipe qui fait marquer, mais on attend quand même ce Messi. Alors, je dis pas qu'on est obligé de gagner quelque chose en sélection pour montrer qu'on est un des plus grands joueurs de tous les temps. Tu parles de Cruyff qui n'a jamais gagné, mais Cruyff, dans les différents euros il a fait, et les Coupes du Monde qu'il a fait, on a vu quand même qu'il a fait une finale, et on a vu quand même que ça s'est joué à très peu. Le fait que les Pays-Bas soient champions du monde, et de toute façon les Pays-Bas ne sont pas champions du monde, mais même en 2006 on a encore vu, ça se joue toujours à très peu. Donc ils ont marqué l'histoire de ces grandes compétitions, ce que Messi n'a jamais rien marqué dans l'histoire de quelque chose en dehors du Barça. J'attends de voir 2014. Oui, c'est vrai. Puisque moi il y avait un match qui m'avait marqué, c'était la Copa América en Argentine, justement la dernière Copa América où il a été ridicule. Où ils perdent en quart de finale contre l'Uruguay, ils se font sortir par l'Uruguay. Et là, on voyait justement un Messi déstabilisé. C'était une des premières fois où je voyais Messi déstabilisé. Parce que dans son pays, il ressent cette pression. Il a une telle pression sur lui qu'il n'arrive pas justement. Enfin, moi, pour le moment, je l'ai pas vu absorber cette pression. Bon là, en qualif, il se balade les Argentins parce que c'est comme d'hab, les Argentins se baladent en qualif. J'attends de voir dans une grande compétition internationale, que ce soit la Copa América ou la prochaine Coupe du Monde. Voir s'il peut porter l'Argentine au plus haut. Mais disons-le, il y a un malaise qui n'existe plus, mais quand même, les Argentins ne considèrent pas Messi comme nous on le considère en Europe. Bien sûr. Les Argentins aussi. Il y a l'homme de Maradona, ils commencent à le considérer. Vraiment. Mais Messi, pendant des années, était appelé le Catalan. Il n'était pas considéré comme un Argentin, mais comme un Catalan. Agüero passe avant Messi. Agüero passe avant Messi, et surtout Carlos Tevez, qui a écrit de très belles pages à Boca Juniors, le club de Buenos Aires. On a l'image en Argentine d'un Carlos Tevez qui est vraiment l'Argentin, le pur Argentin, et Messi est considéré comme un Européen parce que Messi n'a jamais joué dans un club argentin. Il a grandi à la Masia. Il a grandi à la Masia, c'est tout à fait différent. Mais pour revenir sur ce que disait Linden, il y a souvent cette guéguerre aujourd'hui pour savoir qui est le plus grand joueur de tous les temps entre Cristiano Ronaldo et Messi. Du monde, pardon. Cristiano Ronaldo a l'avantage d'avoir joué au Portugal, d'avoir réussi, d'avoir joué en Angleterre, d'avoir réussi, de jouer en Espagne et de réussir. Vraiment, et de jouer au Portugal. Et quand on voit Cristiano Ronaldo qui a porté, on va pas dire par lui seul, mais qui a vraiment été le porte-drapeau, ce capitaine vraiment qu'un grand joueur doit être au dernier Euro, c'est encore l'avantage, le léger avantage que a Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi dans cette course du meilleur joueur du monde. En tout cas, pour ce qui concerne tous les temps, pour moi, c'est impossible de dire de toute façon. Oui. J'ai lancé ce débat pour dire que c'était un faux débat qu'on pouvait ne pas avoir. Déjà, comment tu peux juger Pelé qu'on n'a jamais vu jouer, quoi? On n'a jamais vu jouer Pelé, mais je pense que le trio Pelé, Maradona, Zidane pour le moment reste. Tu mets Zidane dedans. Reste d'actualité. Ouais, tout le monde le met dedans Zidane. Enfin, c'est un trio qui est plus ou moins. Et même Louis Vuitton l'a mis dans ce trio. Hein. Mais après, Louis Vuitton avait fait le pib, c'était le trio. Hein. Non, mais s'imposer à la Juve dans les années 90, ce qu'a réalisé Zidane, c'était vraiment. C'était beaucoup plus difficile. Après, il y a énormément de grands joueurs qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde. C'est vrai. Mais
Mais Messi est quand même un très très grand. Une petite polémique, messieurs. Une grande polémique derrière. Il faut quand même. Tu voulais en parler, Linden? Vas-y. Non, vas-y, je te laisse faire. Donc une petite polémique. Donc il y a deux fédérations qui se sont un petit peu élevées. Une fédération surtout et un club. La fédération zambienne qui a dit que Geoffrey, donc c'est Chitalu, pardon, excusez-moi, qui aurait mis 107 buts, mes amis, en 1972. La même année que Gerd Müller. Ouais, tout à fait. Donc voilà, petite. La question, est-ce qu'il y avait des gardiens de but dans voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il compte les buts dans la cour de récré? Et par contre, il y a quelque chose de plus sérieux, mes amis, c'est le Flamengo qui insiste en disant que Zico, ouais, tout à fait. Donc Zico aurait mis 89 buts en 1979, et si on va par là, à mon avis, Messi va dépasser Zico. C'est vérifiable le chiffre de Zico. Enfin, moi, c'est toujours comme les 1000 buts de Romario. C'est toujours pas la même histoire. Les 1000 buts de Pelé, pardon. De Romario. Enfin, Pelé aussi. 1280 Pelé. Ah, pardon, je pensais parce que je savais qu'il y avait un débat sur ça, mais 89 buts, c'est quand même plus vérifiable, parce qu'il disait, donc, 7 en sélection, 1 en amical, et puis les 80, il donne le détail, donc il suffit de vérifier. C'est vérifiable. Par contre, le Zambien, peut-être que le Zambien en a mis plus, mais après, est-ce qu'il était-il meilleur? C'est peut-être lui le meilleur joueur de l'histoire du football. Voilà, exactement. On en sera jamais. C'était un grand joueur, en tout cas, très très grand joueur africain. Moi, je t'avoue que je connaissais pas. Voilà, je mets à coup pas. Mais c'est un très très grand joueur africain, ouais. Triste histoire. En tout cas, enfin, pour finir l'histoire du Zambien, il est décédé dans l'avion, dans le crash de l'équipe zambienne. C'était l'entraîneur zambien qui allait au Gabon, qui allait jouer un match au Sénégal, voilà, qualificatif pour la Coupe du Monde 94. Et ce qui est beau, c'est que les Zambiens qui ont remporté la CAN l'année dernière, c'était au Gabon. C'était au Gabon, et le jour d'avant la finale, ils étaient partis déposer une germe le long de la mer, où l'avion s'était crashé en 93. Bel hommage. Mes amis. Sur Messi, oui, vas-y. Juste dire quand même que le Guinness des records l'a fait rentrer dans son books. Tout à fait. Voilà. Messi est dans le Guinness des records. Voilà. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs, hein. Prenez la baballe, allez vous entraîner. Juste un petit tour de table pour finir ce premier débat. Allez, votre joueur préféré, le type qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes petit, on va faire un petit tour de table. Eddie. Moi, c'est Pelé. Moi j'ai grandi avec les cassettes de Pelé. Mais dis arrête, t'as jamais vu un match de Pelé, Eddie? Désolé les amis, j'ai grandi avec les cassettes de Pelé, mon père m'a tué avec ça, donc pour moi ce sera Pelé. 3 coupes du monde, une gagnée à 19 ans. Eddie, la coupe du monde 1950, hein. Ça, tu t'en rappelles. Non, 58, 62. Il y était. Et 70. Il y était. Celle de 66, il s'est fait découper en Angleterre lors de sa première rencontre face aux Portugais. Ah, je suis imbattable sur Pelé. Charlotte. Moi, c'est Zidane. Zidane? Ouais. Jean Braille. Ah, Zidane aussi? Bien sûr. Emile Mpenza. Oh non. un premier tour de l'Euro 2000. C'est pas mal, une retournée acrobatique. Non, moi c'est plutôt ce genre de joueur qui me marque, voilà. Ah moi messieurs, je vais peut-être vous choquer, mais pour vous dire vraiment moi ce que j'aime chez un footballeur, c'est le talent pur, c'est pas le travail. Enfin, il faut bien sûr forcément. Non, vraiment très clairement honnêtement le talent pur. Ce type-là avait le plus grand talent à la base. Et je suis pas supporter du PSG hein. C'est vrai que mais j'ai failli acheter un maillot du PSG ce jour-là, quand j'ai vu rentrer sur le parc. Bref messieurs, merci beaucoup en tout cas pour ce premier débat. Eh bien, je vous propose qu'on fasse tout de suite une petite pause. On va retourner tout de suite du côté de l'Île-de-France, où l'actualité est chaude. Et Greg Drouillant, en tout cas, va nous détailler tout ça. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Et l'actualité donc en Ile-de-France, mon cher Greg, et ça bouge en football. On est reparti avec le retour du national et la 17e journée qui démarre ce soir avec un derby francilien. À 19h, le Red Star 93 11e accueille dans son stade Bauer le leader Créteil-Lusitanos. Un match à suivre commenté par d'abord on va faire à suivre sur Dailymotion, il faut pas toujours le dire. FFF, tout à fait. Gros match, attention, hein. Sous la neige peut-être. Et donc commenté par la star. Il faut pas dire. On regarde la surprise, mes amis. Emmanuel Moine. Mais soyez nombreux à suivre. Hein, Manu Moine pour les Antilles. Ouais, c'est vrai, Manu tout court. En plus, si vous voulez rencontrer l'équipe d'IDFM Sport, nous serons ce soir du côté du Stade Bauer. Eddie Amari, Linden Lutello signeront même des autographes à la sortie. Au calme. À 20h, le Paris FC 19e accueille Luznac 15e. À noter que la journée est pas mal tronquée puisqu'il y a déjà 5 matchs annulés à cause d'intempéries. Tout à fait. Notamment un Épinal-Colmar qui avait l'air assez épineux. C'est un jeu de mots, mais voilà. Non, qui était très sympathique. C'est dur de rebondir. Désolé. On enchaîne.
Le rugby, c'est épineux aussi également en rugby puisque le Daumont a arrêté sa saison. Enfin, la saison est plutôt finie. 2012 est finie. On les retrouvera en début 2013 pour nos Daumontois qui sont leaders de leur poule, toujours invaincus. Ils sont comme le PSG handball, le Daumontois. Et je pense qu'on va aller pour les fêtes, on va aller passer les fêtes avec eux parce que ça va être bien arrosé, je pense. S'ils sont invaincus, ça va être sympa. En basket, 11e journée de Pro A. Demain à 20h, Paris-Levallois joue sur le parquet de Dijon. Dimanche à 17h, Nanterre accueille le champion de France en titre, Chalon-sur-Saône. En volley, 11e journée de Liga, Paris joue dans la salle d'Ajaccio. En tennis de table, 8e journée de Pro A, Pontoise-Cergy accueille mardi Argentan. Et puis le petit. Alors là, le bon plan. Le bon plan. Le retour du bon plan. Mais là, je vais faire rêver beaucoup de monde là. Alors, attention. Les couples, les familles. J'en ai un autre d'ailleurs, tiens. Mais je te laisse le faire. Tiens, j'ai oublié de t'en parler. Je voulais te le dire avant de rentrer, mais on a peut-être le même. Vas-y. On est parti à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le Grand Palais a décidé de se transformer en immense patinoire de Noël. Le Grand Palais des Glaces prendra place du 13 décembre 2012 au 6 janvier 2013. Et sera le théâtre de spectacles et d'animation. Donc, en effet, pour la première fois de son histoire, le Grand Palais installera dans sa nef la plus grande patinoire jamais accueillie en France. La plus grande patinoire jamais accueillie en France, messieurs. 1800 mètres carrés de glace qui vous attendent pour patiner dans un lieu magique. Non seulement vous pourrez laisser libre cours à la pratique de la glisse, mais des espaces de convivialité seront également aménagés tout autour de la patinoire. Donc vous pourrez dîner, faire du patin. C'est pas bon le patin, c'est pas bon pour les genoux, c'est pas bon pour le dos. Voilà. On s'en il y a rien de pire. Non mais ça peut être très romantique. Enfin je sais pas. C'est vrai. On va y aller. Donc c'est nocturne les jeudis, vendredis et samedi soir. Et ça a commencé quand? Ça commence le 13. Donc c'était hier. C'était hier, je crois. C'était avant-hier. Avant-hier, voilà. Et un autre bon plan, et d'ailleurs, c'est tout simplement une boîte de communication qui nous a envoyé un petit mail pour nous prévenir. Mes amis, et dit un autre joueur que tu apprécies après Pelé, Raymond Kopa. Oui. Raymond Kopa qui sera au Auchan, au centre commercial Auchan de Taverny. Attends, c'est quand même énorme. À Taverny. Dimanche. Alors attendez, je vous donne les horaires parce que ça c'est exceptionnel. De 10h à 13h, de 14h à 18h. Vous pouvez faire, acheter son nouveau bouquin. Je vous donnerai pas le titre, mais j'imagine que de quoi ça parle, sorti aux éditions Jacob Duvernay, et surtout notre ami Raymond Kopa, t'imagines un peu à Taverny au supermarché. Le type Kopa qui a gagné 2 Ligues des Champions quand même. Tout à fait. Et un ballon d'or. Oui, un ballon d'or. C'est ça, ouais. Je vous conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'y aller avec un maillot du Real Madrid et de le faire signer par monsieur Raymond Kopa. Ouais, ça peut valoir le coup. 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, bien sûr. Voilà. Donc messieurs, n'hésitez plus à aller du côté de Taverny, et comme ça vous rencontrerez Raymond Kopa. Non, mais on peut pas citer de marque. Censure, Tu sais que le CSA est derrière nous. Attention messieurs. C'est tout pour les news, mon cher Greg. C'est nickel. Et écoutez, on va passer tout de suite au deuxième débat, et en plus ça va faire plaisir à Eddie parce que j'ai une petite surprise pour lui. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Mais non, j'ai pas de surprise pour Eddie, ce sera tout à l'heure pour l'autre débat, puisque tout de suite, on m'a raconté quelque chose cette semaine. On m'a dit que quand tu croisais une fée, généralement elle te donnait bonne mine. Et oui, bien sûr, c'est tout de suite la chronique des féminines. Et oui, je vous avais promis un deuxième dicton, mes amis. C'est fait. C'est jeu de mots à bout de chaud. Ah ouais, ce soir, aujourd'hui, c'est terrible. C'est où qu'on dépose la lettre de démission? Le vendredi, c'est difficile, les amis. On est vraiment sur la fin de la semaine. C'est très compliqué. Et ça tombe bien puisque c'est l'heure de la chronique féminine, la chronique de notre amie Charlotte. Et on va parler d'une sacrée dame aujourd'hui, ma chère Charlotte. Tout à fait, Manu. Alors, ton lancement me laisse un peu sans voix. Laisse-moi me remettre un petit peu de mes émotions. Alors, messieurs, si je vous dis que ma première est une joueuse de tennis, donc, que ma deuxième a des formes généreuses comme sa sœur, et que ma troisième a été élue meilleure joueuse mondiale de l'année 2012, je suis... Forme généreuse, j'aurais dit Marion Bartoli. Après, tu m'as dit meilleure joueuse, j'ai dit non, c'est pas Marion Bartoli, ça c'est sûr. Serena Williams. Serena Williams. Et alors, si je vous fais écouter ça... Savez-vous que Serena Williams a tenté de rapper il y a peu. Et c'est elle là qu'on entend. C'est pas mal, on dirait du Mary J. Blige. Exactement, comment elle s'appelle Missy Elliott. Missy Elliott, oh putain, c'est la Mary J. Blige, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc Serena Williams, on va pas parler de ses talents de rappeuse, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler tennis, car l'américaine a donc été élue meilleure joueuse mondiale de l'année 2012.
Serena Williams est donc la championne des championnes. Et si je peux vous faire une petite confidence, je dois avouer que la cadette des Williams m'a toujours fascinée. Son jeu, son palmarès, ses formes, ses ongles, ses coups de sang, autant de choses qui ont fait d'elle ma référence en tennis féminin. Après avoir délaissé les cours quelque temps à cause d'une blessure, l'Américaine est revenue à son plus haut niveau en 2012. Alors messieurs, je me tourne de nouveau vers vous. Pouvez-vous me dire quels sont les 4 titres majeurs remportés par Serena Williams cette année? C'est pas Open d'Australie. Ouais. Wimbledon. Oui. Les Jeux Olympiques. Oui. Et l'US Open. C'est ça. Bravo. Félicitations. Attends, je vais mettre quand même un petit cri de fille parce que c'est très important. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise parce qu'il n'y avait pas l'Open d'Australie parce que c'est Azarenka qui a gagné l'Open d'Australie, je veux dire français. Il manque le dernier. C'est bien IDFM Sport. On suit. Hein. Bravo. Là, tu colles. Donc il y avait Wimbledon, l'US Open, les JO. Et elle a gagné bah non, elle a pas gagné Roland Garros. non, elle s'est fait éliminer. Ouais, en premier tour par Razzano. Et ben Masters. Le Master. Voilà. Bien joué, C'est Manu. ça, bien joué Manu. Vous êtes de moins en moins bien. On n'a pas entendu. Oh, le jaune. Pas assez fort. Elle a battu Sharapova, ouais. C'est ça. Et du coup, à 31 ans, Serena Williams est devenue la joueuse la plus âgée à avoir remporté le Masters. Le Masters qu'elle a d'ailleurs remporté pour la 3e fois de sa carrière. C'est donc logiquement qu'elle a été élue meilleure joueuse mondiale pour l'année 2012. Et comme je ne suis pas la seule à apprécier Serena Williams, une de ses amies a souhaité lui rendre un hommage après cette belle distinction en se lançant dans une petite imitation lors d'un match d'exhibition. Un hommage qui est loin d'être passé inaperçu puisqu'il a entraîné une petite polémique. Lors du Gillette Power Tour organisé à Sao Paulo en compagnie de Roger Federer, la Danoise Caroline Wozniacki s'est rembourrée poitrine et fesses pour ressembler à Serena avant de pousser quelques cris en tapant la balle. Une imitation qui a amusé le public et Roger Federer, mais qui a affolé la toile. Sur YouTube, on a pu lire par exemple le commentaire suivant: peut-être que si elle, donc en parlant de Caroline Wozniacki, imitait plutôt le jeu de Serena, elle gagnerait un peu plus. Bim. Un blog féminin parle même d'incitation raciste, déclarant que Caroline Wozniacki a joué sur les stéréotypes. Alors on peut rappeler tout de même que les deux joueuses sont amies, donc pourquoi créer des polémiques là où elles n'ont pas lieu d'être? Pour l'instant, Serena n'a pas réagi, actuellement à l'île Maurice pour préparer l'US Open. Laissons-la continuer tranquillement sa préparation et Serena, s'il te plaît, reviens plus forte en 2013 pour mon plus grand bonheur. Et laissons-la chanter aussi un petit peu. Non mais Serena, oui, j'ai vu l'image. Tu parlais de Wozniacki, je vais rebondir. Je sais pas si ça, le public a fortement apprécié. Hein. Il y avait eu un peu de sifflet, il y a eu de l'applaudissement. Et bon, Wozniacki est coutumier du fait. Hein. Elle aime bien faire un peu du Djokovic pour se créer une petite personnalité. Pour ce qui est de revenir, Serena, faut quand même le dire, elle a été élue championne des championnes internationales par le journal L'Équipe. Et on l'a vu à l'île Maurice, rayonnante, la Serena. Magnifique. Moi j'aime beaucoup cette joueuse. Ouais, c'est la meilleure. Et puis elle revient de loin aussi. Le comble, oui. Il y a eu sa sœur qui s'est fait assassiner juste devant elle. Elle a eu pas mal de choses. Elle a des grosses blessures. Le comble, c'est qu'elle n'est pas numéro 1 mondial. Tu nous as dit tout ce qu'elle a gagné, elle n'est pas numéro 1 mondial. Parce que justement, elle choisit ses compétitions. Elle doit faire 10 tournois dans l'année. Elle les gagne. Mais elle n'est pas numéro 1 mondial parce qu'elle n'est pas présente toute la saison sur le circuit WTA. Et en plus, Virginie Razzano himself l'a fait pleurer à Roland Garros. On dit c'était énorme. Ouais, c'est vrai, himself. On y était, c'est vrai. C'était énorme. Hein. Ah, c'était exceptionnel. Une des plus belles soirées, fin d'après-midi en tout cas, de cette année avec sportive. Monsieur Patrick Moratoglu à l'île Maurice, son entraîneur. Et un peu plus. Voilà. On n'en dira pas plus. Alors mes amis, j'ai juste un souci. Chaque semaine, ça nous arrive, ces trucs-là. On programme un débat de voile, on programme un autre débat. Sauf que, on n'a plus beaucoup de temps. Donc maintenant, il va falloir faire un choix. Alors on va faire un petit vote entre nous. Est-ce qu'on fait encore sauter la voile cette semaine ou voilà, parce que c'était entre le hand et la voile, hein, mes amis. Le hand, c'est quand même important. Le hand, on peut rapidement dire ce qui s'est passé. Ouais, allez. Elles sont sorties les handballeuses. Ouais, tout à fait. Elles ont été éliminées donc de l'Euro en Serbie. Elles ont justement perdu contre les Serbes 18 à 17 hier soir. Un match assez bizarre. Elles ont un penalty à 2 minutes de la fin. Elles marquent le penalty, l'arbitre ne le voit pas, donc elles ne reviennent pas à égalité. Après, les Françaises ont 2 buts d'écart. Enfin, elles ont 2 contre-attaques pour marquer. Elles ne marquent pas, donc les Serbes
sont qualifiés pour le demi-finale, une demi-finale Serbie-Monténégro. Et c'est la première fois que la Serbie arrive en demi-finale. Alors là, je sais pas comment ça va se passer, mais ça risque d'être très très chaud. Serbie-Monténégro en demi-finale. Notre demi-finale, ce sera Norvège-Hongrie, puisque les Norvégiennes nous ont explosé en poule, faut le dire quand même. On s'est fait exploser 30-19 par les Norvégiennes. On avait perdu également contre les Danoises. Comme d'habitude, je vais dire rapidement, comme d'habitude, en hand, à chaque fois qu'on est considéré comme favorite, je veux dire en hand féminin, donc favorite, et ben on se fait sortir. C'était le cas au JO. Au JO, on fait une phase de poule où on sort premier, on tombe en quart de finale contre le 4e de l'autre poule, qui était le Monténégro, et on perd. Donc c'est toujours la même chose, faut arrêter de penser et croire qu'on est favori quand on arrive avec l'équipe de France de hand féminin. Après, elles avaient le potentiel de faire quelque chose quand même. Il y a une belle Elles équipe. Avaient le potentiel. Ouais. Avec des anciennes, avec des nouvelles joueuses, et il y avait vraiment possibilité de faire quelque chose. C'est vraiment dommage. Mais la poule n'était pas simple, hein, avec le Norvège, la Norvège et le Danemark, c'était vraiment très relevé. C'est exactement ça, c'est que on est bon en championnat du monde parce qu'on a le temps, parce que les adversaires de la première phase sont moins forts, donc on aime bien avoir ce temps, voilà. Ouais, on aime bien avoir ce petit pour monter en puissance. On a un peu elles ont été diesel les filles, il faut le dire ça pendant le match quand même. Tomasevic, la gardienne serbe, qui a sorti 70%, on en parlait juste avant l'émission, 70% sur les 30 premières minutes, on n'a jamais vu ça. Et surtout quand même il faut le dire, cette compétition devait être organisée aux Pays-Bas, finalement a été organisée en Serbie. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses hier. Exactement. En dehors de ça, tu parlais de ce mode diesel. Est-ce que ça reflète pas le problème que connaît le handball féminin en France au niveau rien que de son championnat? Du fait que maintenant il n'y a plus d'équipes qui participent à la Ligue des Champions, parce que Brest avait été rétrogradé pour raison financière, donc il n'y a plus personne, et les meilleures joueuses partent à l'étranger. On retrouve un peu un problème qu'on a connu un peu dans le foot aujourd'hui. On a un championnat de France de handball féminin en tout cas, qui est de moins en moins intéressant. Mais qui se médiatise de plus en plus, bizarrement. C'est pas l'impression que... Il y en a sur Bein maintenant. Il y en a sur Bein Sport, Dailymotion avait, comme pour le national, proposé les matchs. On va dire, par exemple, moi je lisais des interviews dans le balleuse française qui disaient que quand elle partait à l'étranger, ils disaient oui, on vit que pour le handball. On se sent libre parce qu'aujourd'hui on peut parler que dans le handball. Je trouve ça quand même choquant que quand t'es handballeuse professionnelle, on te dit quand t'es en France, en fait, on te fait passer d'autres choses avant le sport en lui-même. Donc je me dis, tout ça, il faudrait un vrai changement au niveau de la fédération féminine avant de peut-être reconstruire une équipe de France peut-être plus performante, malgré qu'en 2011, elles étaient quand même finalistes. Il faut pas se voiler la face quand même, on va le dire, elles partent pour l'argent. Il y a aucun salaire en France. On sait que les filles vont jouer en Russie, en Norvège, où elles triplent, elles quadruplent, même plus leur salaire. J'ai la réponse, PSG handball féminin. C'est la solution facile. Ici Paris, pour le moment. Voilà. Messieurs, on va conclure en tout cas sur le handball. On va parler un petit peu de voile, donc on s'écoute un petit jingle. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Alors vu que le temps court, il faut dire que ce Vendée Globe est tout simplement passionnant. Un petit point tout de même sur le classement, puisque Gabard sur massif est toujours en tête. Alors il reste à peu près 14 000 milles à parcourir jusqu'à l'arrivée, 13 concurrents sur 20 partants. Gabard en tête, et surtout derrière à 2000, juste 2000 d'ailleurs sépare les deux hommes, notre ami Armel Lecléac sur Banque Populaire, tout à fait. Gabard Lecléac, ça c'est un duo de choc. Ils ont battu tous les records, il faut le dire également, puisque notre ami Gabard, il a parcouru, écoutez bien, 545,3 milles en 24 heures. C'est entre dimanche 15h et lundi 15h, ce qui fait 1047, 1009 km, je crois, quelque chose comme ça. En une journée. C'est quand même assez incroyable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces concurrents sont rentrés dans la mer du Sud. Une nouvelle course démarre. Les passages sont de plus en plus durs de façon, physiquement et aussi bien psychologiquement. Ils dorment peu, ces coureurs, ces skippers. Les températures ont baissé. Ils croisent la neige, la glace, la solitude. Pendant un mois, ils vont, je crois, traverser justement ces mers du Sud à 4000 km des côtes. C'est quand même incroyable. Pour situer un petit peu, ils sont au sud-ouest de l'Australie. Tout à fait, c'est exactement ça. Dans les mers indiennes. Di Benedetto qui est dernier, lui, il est au sud de l'Afrique. Donc vous voyez un petit peu les distances qui les séparent. Il y a plus de 5000 km entre le premier et le dernier. Donc oui, tu le disais, dans les mers du Sud, c'est super... c'est le passage le plus difficile. On va dire, il y a 3 phases, la descente vers les mers du Sud et puis la remontée. La remontée qui est un peu plus tranquille normalement, mais les mers du Sud, on le sait, ils ont des portes à passer justement pour pas trop descendre, pour pas aller taper les icebergs et faire comme le Titanic. C'est juste pour imager comme ça, mais c'est une très belle course. Tu disais, il y a plein de records. Il y a un autre, le record
d'arriver au Cap de Bonne-Espérance, qui a été battu par Armel Lecléache, qui l'a atteint en 22 jours, 23 heures et 48 minutes. Il a battu de plus d'un jour le record qui était détenu par Vincent Rioux, je crois, sur PRB. Donc ouais, c'est une course énorme. J'ai vu une petite vidéo de Armel Lecléache hier. Il était dans son bateau. C'est super. Allez sur le site du Vendée Globe, vous avez plein de petites vidéos. C'est exceptionnel. Ouais. Mais c'est bien, c'est super bien. Il y a Di Benedetto qui couvre le champagne quand il passe le Cap de Bonne-Espérance. Il y a des bons petits trucs comme ça. Et Lecléache justement qui disait que qu'il devait rester dans son bateau parce qu'il allait tellement vite qui restait à l'intérieur. On dit entre à peu près 35 nœuds. Alors je sais pas ce que ça donne exactement en vitesse, mais c'est plus de entre 25 et 35 nœuds avec des creux qui peuvent aller de 7 à 8 mètres quand même. Plus de 25 nœuds, ça va super vite. mais surtout tous ces records qui tombent, ça prouve l'évolution de ce sport et de la professionnalisation de ce sport, parce que à part les bateaux et la technologie qui a changé. Est-ce qu'on peut dire professionnalisation? Moi, j'ai l'impression que les cadences, typiquement, je vais te dire, regarde, le record qu'a battu Gabard, c'est qu'il est parti sur une cadence infernale. Va-t-il pouvoir garder cette cadence-là jusqu'au bout? Ça, je suis moins sûr. Comment ils font pour garder cette cadence infernale? Il y a une préparation physique maintenant derrière tout ça. Les mecs se préparent pendant un an. Il faut que ton bateau tienne. Il y a le bateau également, mais il y a une préparation physique. Maintenant, ce sont devenus de vrais athlètes avec des préparations d'un an où les mecs font de la muscu pendant une heure et demie, beaucoup de cardio, et ça leur permet de tenir le coup toute la nuit. Ils ont j'avais parlé avec Louis Burton, qui est malheureusement sorti. Le Benjamin de l'épreuve. Et il racontait en fait qu'ils allaient faire des tests avec des médecins où ils se mettaient des électrodes sur la tête pour savoir quel était leur cycle de sommeil et savoir comment ils pouvaient dormir, parce que on a toujours cette légende du marin qui peut vous faites une nuit, lui il fait 15 minutes et vous avez le même sommeil réparateur. Et il racontait que c'était effectivement vrai. Lui, il dormait par séquence de 2 heures en fait. Et il dormait 2 heures, il avait fait une nuit comme vous aviez fait une nuit de 8 heures en fait. Et donc voilà, c'est ça, ils sont préparés, ils préparent tout. Après, au niveau de la professionnalisation, ça devient de plus en plus, au niveau des budgets en tout cas, ça devient de plus en plus professionnel. Puisque les leaders là, donc tous ceux qui sont sur la Massif, sur. Mais là, on sent vraiment la fracture, comme dirait les. C'est un budget pour un Vendée Globe, c'est plus d'1,5 million de budget. Donc on a parlé de la fracture sociale, la fracture numérique. Là, on peut parler là. Et un superbe article, mes amis, sorti hier, mais dans l'édition d'aujourd'hui, puisque c'est Le Monde qui sort en fin d'après-midi. Le Monde qui a en fait parlé du problème du sommeil, parce qu'en mer du Sud, les skippers ne dorment pas beaucoup. Il y a des anecdotes absolument incroyables, notamment celle de Jean Le Cam qui pensait que son sandwich était un chat, qu'il était en train de manger son chat. Voilà, parce que les types ont des effets en fait quand ils dorment pas assez, comme s'ils avaient pris de la LSD. Pour vous dire, c'est les médecins qui disaient ça. Et surtout celui que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Michel Desjoyaux, qui est une référence paraît-il dans la gestion du sommeil. Michel Desjoyaux qui pensait que Vincent Rioux était sur son bateau un soir et il lui a dit prends la barre, moi je vais me coucher, et le lendemain il s'est réveillé, il était dans les clous. Ça c'est plutôt super grave. Et un dernier mot quand même sur Gabard, il faut le dire, c'est sa première participation, c'est lui maintenant le Benjamin de l'épreuve, puisque Burton a abandonné, 29 ans, et surtout c'est lui le protégé de Michel Desjoyaux, donc de la pépite, mes amis, je pense, de la pépite. On a tout dit, je pense, sur le Vendée Globe. On reviendra quand même avec plein de petits sujets. C'est vrai qu'on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu récurrent. Arrivée prévue, on va le dire, c'est quand? Ça dure 3 mois maintenant. Donc arrivée prévue, ouais, c'est ça. Arrivée prévue début février. Je pense, et ça n'engage que moi, je pense quand même que Gabard et Lecléache sont sur un rythme affolant, complètement affolant, et je Ils sont en train de lâcher les autres derrière. Voilà, tout à fait. En train de lâcher. Mais attention, Thompson est en train de tout ça est tactique, et il ne faudrait pas commettre l'impair, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'icebergs là où ils sont. Ah oui, faut faire gaffe. Attention. Ils sont pas mal au sud de l'Australie. Tout à fait. Messieurs, c'est fini en tout cas pour les débats. Et d'ailleurs, j'aurais pas mis le petit jingle des débats finalement, tu vois, Eddy. Tu vois, je te l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Tu vois, ça annonce la semaine prochaine. Ouais. Il y aura des nouveaux débats, il y aura une nouvelle émission, et il y aura surtout une nouvelle chronique, la chronique de la semaine Twitter de Monsieur Linden Lutello. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Bon, Linden, t'as intérêt à être concis parce qu'on a Enrico Macias qui attend pour la citation, la déclare de la semaine. Donc c'est la fin de l'année et justement on apprend que le match qui a fait le plus de débats sur Twitter, c'était le France-Espagne du 16 octobre. Et là, je me dis que c'est vraiment la crise parce que tout le pays s'enflamme pour un match nul, rappel 1-1. Et en plus, un but marqué par un handballeur, Olivier Giroud. Eddie Amari sort de ce corps. Olivier Giroud, donc je me dis que c'est vraiment n'importe quoi. Et la crise continue, crise toujours. Et certains se cherchent un nouveau métier pour s'en sortir parce qu'il faut. Et Eddie, écoute cette histoire, car quand tu vas entendre ça, tu vas te dire que tu vas pouvoir porter le maillot de Napoli et jouer avec ton ami Cavani, justement. Car j'ai trouvé un homme qui est devenu mon idole et je vais les lire tweetos de la semaine. Est-ce que vous connaissez Miguel Iborra Gracié?
Non. Pas du tout. Quoi, Greg Eddy, vous le connaissez pas? Vous dites les supporters du PSG, le parc, etc. Mais c'est le joueur du PSG qui a fait le buzz cette semaine, justement, alors que je vais m'y retrouver. C'est un joueur de la réserve du PSG, passé notamment par le championnat espagnol, enfin, c'est ce qu'il prétend. Car sur son profil, il pose avec des équipements du club, sont achetés à la boutique du PSG. Il a une photo avec Monsieur Zlatan, et on le retrouve en photo avec Makelele, Leonardo, et bam, rien qu'avec ça, 22 000 followers. Et c'est Marca qui nous annonce la supercherie, alors que certains le prenaient pour le jardinier du club, parce que je me suis dit, bon, c'est un maghrébin, alors il ressemble cousin de Omar Adal, un truc comme ça, on ne sait pas. Ce n'est même pas le cas. D'autres pensent que c'est un gagnant du loto qui se paye le luxe de passer un Ferrari au Candelos. Arrêtez. En tout cas, c'est un feu Jadad en plus, c'est pas un rebeu. Ouais, non, Omar Adal, c'est pas de Rudy ou de Omar? Omar. Ah, pardon. En tout cas, suivez son profil, c'est intéressant parce que on ne sait justement toujours pas qui est cet homme qui met des joggings du PSG, qui prend des photos et qui fait le buzz. Mais il y a un mec comme ça, c'était qui le joueur qui s'était fait passer pour un pro? Ouais. Ah, je sais. Monsieur, Rémi Gaillard, voilà. Monsieur, faut qu'on enchaîne parce que Enrico tape aux portions. Alors, pour finir, je vais juste sélectionner un chiffre. 34 000 tweets à la minute. Ce n'est pas le nombre, justement, de fans de Eddie Amari, mais plutôt le nombre de tweets qui ont parlé, justement, du but de record de Léo Messi, justement. Donc, félicitations à lui. 34 000 à la minute. À la minute. C'est énorme. C'est beau, ça. Voilà. C'est magnifique. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup, Linden Lutello. Merci Eddie Amari. Merci Charlotte. Merci Greg. Merci à toi, Manu. Merci IDFM de nous faire toujours aussi Merci confiance. IDFM. Passez une agréable journée à l'écoute de votre fréquence préférée. 80... Les joueurs, donc, ils ont compris qui j'étais. Et ils m'ont demandé de leur chanter une chanson. Alors j'ai dit, mais j'ai pas ma guitare et tout ça. Et Lavezzi, qui est super sympathique, il me dit, a cappella, ça fait rien, a cappella. Et je leur ai chanté Les filles de mon pays, a cappella. Et ils ont tapé dans les mains, et ils se sont régalés, tout ça. Bon, on a passé une soirée formidable. Et alors, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir parlé avec Chantôme, d'avoir parlé avec O'Haro. Je lui ai dit, ça va, champion? Il m'a dit, oh, en ce moment, pas terrible. Je lui ai dit, mais ça va revenir. Un buteur, il faut qu'il ait confiance. Tu verras, ça va revenir. Je t'ai toujours admiré. Et je n'ai pas vu Gamero. Il était un peu dans le coin, dans l'ombre, tout ça, je l'ai pas vu. Il s'est levé. Alors tout le monde m'a dit, il est vexé que tu l'aies pas salué. Je lui ai dit, mais je l'ai pas vu. Je t'ai pas vu, Gamero. Mais je t'aime beaucoup. Tu es un vrai buteur, toi aussi. C'est bon. Voilà. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Lai 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 lai.